L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique sur Radio Sensation. Jusqu'à l'été, nous recevons tous les maires élus ou réélus de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et ce soir, mon invité est la maire de Voisins-le-Bretonneux et vice-présidente de l'agglo de Saint-Quentin, Alexandra Rosetti. L'hebdo politique. Alexandra Rosetti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'être élue, il y a quelques semaines déjà, pour la 3e fois maire de Voisins-le-Bretonneux, au second tour avec 46% des voix. Avant de parler des sujets d'actualité, un mot quand même sur cette victoire ? Écoutez, je suis évidemment ravie de cette victoire, obtenue quand même de haute lutte. Ça n'a pas été facile, ça n'a d'ailleurs pas été facile pour beaucoup de maires. Ça n'a pas été simple parce qu'il y avait des sujets évidemment très sensibles qui sont remontés pendant cette campagne. En particulier, je pense que le sujet du logement, de la création de logements, puisqu'on a fait sortir ce projet de la remise qui date d'il y a plus de 20 ans, donc voilà, et puis d'autres petits programmes. Mais ça nous a permis quand même, on est pratiquement à atteindre nos fameux 25% de logements sociaux. Mais c'est vrai que ça a beaucoup posé question pendant cette campagne. Et puis d'autres thématiques qui ont été soulevées, mais qui n'étaient pas forcément ancrés dans la réalité. Par exemple, la dette, Voisin n'est pas du tout endetté. On a un ratio de désendettement à peut-être 2 ans, donc c'est vraiment très très faible, mais bon, ça a été un peu monté en épingle. Et puis la sécurité, donc pareil, des chiffres un peu sortis de nulle part, mais il n'y a pas d'enjeu de sécurité particulièrement, c'est plus des enjeux qui sont liés à la typologie de logement qu'on a à Voisin, qui sont plutôt liés au cambriolage, évidemment. Voilà, donc des sujets pas simples qui sont sortis, mais puis on avait aussi augmenté les impôts pendant le mandat précédent. Donc forcément, au moment d'une élection, tout ça ressurgit, mais on a eu à cœur d'expliquer les choses. Un mot sur la participation, à Voisins comme ailleurs, elle n'est pas très, très, très bonne. Comment est-ce que vous expliquez qu'encore les gens ne se déplacent pas ? Et comment vous allez ramener à vous tous ces habitants de Voisins qui n'ont pas voté et qui peut-être sont un peu éloignés de la politique ? Alors oui, il y a forcément, on subit sans doute un désintérêt de la politique en général et puis également locale, ce qui est nouveau un peu ça, parce que les gens étaient attachés. Oui, ça a toujours beaucoup voté. À Voisins, ça a voté beaucoup. Alors on a pas mal de nouveaux habitants, donc certains ont un peu loupé le coche aussi de l'inscription sur les listes électorales, donc ils ne sont pas comptabilisés évidemment, mais je pense que, il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de ce qui se passe dans leur commune, qui la connaissent très très mal d'ailleurs, qui ne connaissent pas le quartier d'à côté, parce que chacun est sans doute dans son quotidien, dans ses propres sujets, ses propres problèmes, et ne se déplace pas. Mais je le regrette toujours évidemment, parce que c'est important de donner son avis, qu'on soit content ou pas content. Alors, vous parliez des impôts, des finances, commençons par ça. Quelle trajectoire financière vous allez proposer pour cette mandature ? Alors nous, ce qu'on cherche absolument, c'est la stabilité de la fiscalité. J'espère y arriver, parce que quand on a augmenté les impôts en 2023, j'avoue qu'on ne pensait pas devoir le faire de façon aussi importante, mais il y a eu une inflation terrible qui a impacté tous nos contrats et ce qu'on appelle les fluides, le gaz, l'eau, l'électricité, etc. Donc on s'est retrouvé dans une situation difficile. Maintenant, on est vraiment dans une situation où on ne connaît pas bien l'avenir. On ne peut pas prédire. Alors d'abord, il y a des élections présidentielles l'année prochaine, donc est-ce qu'il y aura un changement de politique par rapport aux collectivités ? Je ne peux pas le deviner. Et puis même aujourd'hui, vu la situation à l'Assemblée, on navigue à vue. Le projet de loi de finances est toujours voté tardivement et dans des conditions un petit peu rancomolesques. Et puis du coup, nous, on ne sait pas bien à quelle sauce on est mangé à chaque fois. Donc, on nous a mis à contribution pour le redressement du déficit de l'État au travers d'un dispositif qui s'appelle le DILICO, qui est un dispositif de lissage conjoncturel où l'État nous emprunte de l'argent qu'il ne nous rembourse qu'à 90% sur 3 ans, et on se dit même, va-t-il vraiment nous rembourser ? C'est toujours une question. Donc on a été ponctionné il y a 2 ans de 253 000 euros, ce qui dans un budget de fonctionnement est important, et on s'attendait à 350 000 cette année. Le Sénat, il y a eu des discussions
du coup, les communes n'ont pas toutes été impactées, donc on ne l'a pas eu, mais on ne sait pas si on ne l'aura pas l'année prochaine ou l'année d'après. Et ça, forcément, ça a un impact considérable sur notre budget. Et donc, on essaye de faire un budget un peu à deux vitesses, c'est-à-dire de quoi on a besoin pour fonctionner normalement dans des conditions être efficace le plus possible, et puis les petits plus qu'on aimerait mettre en œuvre et qu'on a mis dans notre programme électoral. Ça veut dire pas de promesses, ça veut dire se freiner sur certains projets qu'on aurait aimé faire, et notamment que vous auriez pu annoncer pendant votre campagne. Alors oui, on a été assez raisonnable dans notre programme. Les choses qu'on propose ne sont pas des choses dispendieuses, qui peuvent être... maintenant, on a des sujets importants. C'est qu'une commune, elle a besoin d'agents pour mettre en œuvre les choses, pour s'occuper des jeunes, des enfants, etc. C'est votre plus grosse enveloppe, j'imagine, de dépenses. Tout ce qui est crèche, centre de loisirs en particulier, fonctionnement de la restauration scolaire, tout ça c'est une enveloppe très importante, et donc on a besoin d'agents, et donc ça vient impacter forcément la masse salariale, et comme l'État revalorise le point d'indice, on ne peut pas être contre, évidemment, augmente le SMIC régulièrement, et tout ça, ça vient impacter notre masse salariale de façon importante, sans compter que, il faut payer les gens correctement, sinon on les perd. Donc tout ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation et de prévision, c'est-à-dire qu'on essaie de prévoir au maximum, comme on fait une programmation pluriannuelle d'investissement, on fait une programmation pluriannuelle de fonctionnement avec des hypothèses hautes, basses, voilà. Donc c'est un travail qu'on reprend régulièrement, parce qu'il faut s'adapter aux dernières nouvelles. Notre objectif, c'est vraiment une stabilité, en tout cas. Je le disais, vous êtes réélu pour la 3e fois. Vous avez vu ce moment des finances prendre de plus en plus de place depuis que vous êtes élu. C'est devenu encore plus prenant qu'avant. Oui, parce que c'est vraiment... il faut vraiment s'ajuster pour ne pas se retrouver en difficulté. Moi, j'ai même souvenir, avant d'être élue maire, j'étais maire adjointe. Et j'étais maire adjointe en 2001. Jusqu'en 2013. Et j'ai souvenir qu'on arbitrait à une époque des budgets qui étaient à la hausse. C'est-à-dire que la lettre de cadrage qu'on donnait à nos agents, c'était, vous dépassez pas plus de 2,5%. Le rêve, maintenant. Donc ils montaient à 5, et puis on discutait pour redescendre à plus de 2,5. Mais là, aujourd'hui, tout ça est bien loin derrière nous. On leur demande même plus de baisse en pourcentage, parce que ça ne veut rien dire. Donc on se base sur un budget antérieur, ou un compte administratif antérieur, et puis on leur demande dans le budget d'essayer de se caler dessus. Alors après, pour faire des économies, il faut faire des investissements qui génèrent des économies. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà depuis un certain temps. Et en particulier, c'est l'isolation, par exemple, des bâtiments communaux. Plus vous isolez, et théoriquement, moins vous avez de dépenses énergétiques. Ouais. Et j'ai un exemple intéressant, c'est qu'on a bien isolé 2 écoles, on a baissé, parce que c'était nos écoles, elles datent il y a 40 ans, donc des grandes verrières, donc on a mis des faux plafonds pour abaisser le volume de chauffe. Et effectivement, on a constaté une baisse de la consommation, mais comme dans le même temps, les coûts ont continué à augmenter sur le gaz et l'électricité, la baisse de la consommation a permis de ne pas augmenter le coût. C'est-à-dire, ça ne nous a pas fait baisser, ça nous a permis de rester au même niveau. Vous voyez, là. Donc il faut le faire. Et ça, dans le prochain mandat, ça va être vraiment un mandat très, très tourné vers la rénovation énergétique. Une dernière question sur ces finances. Est-ce que les agents et les habitants le comprennent quand même ? C'est ce que vous venez de nous dire au micro, c'est quand même un discours qui maintenant est entré quand même dans les... Puisqu'en fait, les gens ont les mêmes soucis chez eux. Oui. Ça dépend vraiment de la génération. Je pense qu'il y a des gens qui ne le perçoivent pas, parce qu'on a cette image d'être une ville riche. Mais on n'est pas riche, en fait. Nos habitants ont un bon niveau social, un CSP, comme on dit, niveau catégorie socio-professionnelle, assez élevé. Donc ça donne cette image d'une ville riche, mais comme l'État ne nous aide plus du tout, et voire même nous ponctionne de plus en plus pour redistribuer notre richesse, en fait, on est plutôt pauvre. On s'est beaucoup appauvri à cause de ça. Mais parce que l'État nous perçoit comme une ville riche. Et donc les habitants aussi ont le sentiment peut-être que, voisin, il y a de l'argent, donc on peut être exigeant sur beaucoup de choses. Mais c'est pas forcément le cas, hélas.
Alors, parlons j'ai du mal, des immeubles et de tous les logements. Voilà, merci. Voilà, les logements. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de reproches durant la campagne. Il faut accueillir les gens qui arrivent, parce qu'il y a des nouveaux habitants à Voisins. C'est un enjeu. Voilà, et donc, voilà, comment est-ce qu'on équilibre tout ça? Alors, effectivement, on a beaucoup construit, mais comme je vous ai dit, un projet comme La Remise, ça fait plus de 20 ans, donc il est arrivé à terme avec nous et on est très fiers de ce quartier parce qu'il est quand même plutôt réussi. Maintenant, comment est-ce qu'on équilibre? Il faut effectivement avoir des ressources selon le type d'habitants qu'on accueille, puisque là, je vous disais tout à l'heure qu'on a pratiquement atteint notre pourcentage de logement social, donc ça veut dire plus de besoins de la part de certains habitants pour être aidés, pour être accompagnés. Donc ça veut dire que notre CCAS se muscle aussi un petit peu. Voilà, puis on a toujours de toute façon des nouveaux propriétaires, donc ça va venir abonder la fiscalité, si je puis dire, mais un habitant coûte. Voilà, quoi qu'il soit propriétaire ou locataire, ça coûte forcément, puisque ce sont des services associés. Il ne faut pas non plus que ce soit un urbanisme trop fort. Il faut aussi équilibrer pour que la ville reste quand même ouverte à la... Donc nous maintenant, on a un dernier projet qui était connu au moment des élections, parce que c'est celui qui va remplacer l'école qui a fermé il y a quelques années. Donc on a beaucoup de recours, donc c'est pas un projet qui va sortir tout de suite, mais c'est un projet très raisonnable et très peu dense, très végétalisé, donc voilà. Après, nous, on n'a plus envie, en fait, si vous voulez. Enfin, c'est pas qu'on en avait envie d'ailleurs, mais on estime qu'on a fait le job, comme on dit, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, je crois que tout le monde a envie d'une pause. Mais ce qui va nous retomber dessus de nouveau, ce sont les propriétaires privés qui, eux, bien sûr, continuent à vouloir vendre leurs parcelles à des prix complètement... disproportionnés et sur lesquels nous il faut qu'on contraigne le maximum, donc on va continuer, on avait déjà commencé mais du coup on reprend notre PLU pour le contraindre au maximum si l'État nous laisse faire, ce qui n'est pas non plus évident, justement pour conserver cet esprit village qui reste préservé. Moi, quand j'ai des gens qui viennent de l'extérieur de Voisins, il y en a un l'autre jour qui a dit on dirait un bourg. Voyez, donc l'image, elle a pas forcément changé. Là où il y a eu des constructions au centre-ville, c'était des endroits délaissés, pas entretenus et pas très esthétiques. Mais il n'en reste pas moins que je pense qu'il faut entendre les habitants qui ont exprimé leur saturation et nous sommes en phase avec ça. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même le côté privé où on va essayer de continuer à contraindre comme on avait déjà commencé à le faire. Vous parliez des écoles, c'est une des compétences municipales. Vous avez dû fermer cette école de la Soudanière. Bois de la Garenne. Durant le mandat précédent. Est-ce que vous pouvez garantir qu'il n'y en aura pas d'autres et comment vous l'avez vécu? Alors d'abord, je l'ai très très mal vécu. D'abord parce que c'est à côté de chez moi. Mes 3 enfants y sont allés et je suis enseignante de métier. Donc je dis souvent, moi le côté affectif dans cette histoire, je l'ai eu. Et puis avec une réaction des habitants de mon quartier qui a été assez violente. À mon égard, même jusque devant chez moi. Et pourtant, on a donné tout ce qu'on avait, c'est-à-dire tous les chiffres qu'on avait. On a voulu vraiment montrer que, en fait, il y avait la baisse des effectifs importante, mais c'était pas le seul sujet. C'était allié au fait que ce bâtiment, alors là pour le coup, est immense, avec des baies vitrées, donc extrêmement énergivores. Donc pour rentrer dans ce fameux décret tertiaire, c'est-à-dire un objectif d'isolation du bâtiment, ça coûtait extrêmement cher pour peu d'enfants. Donc c'est vrai que, et puis on avait une école à 1 kilomètre qui pouvait accueillir tout le monde et une autre école à Montigny qui peut accueillir aussi ceux qui le souhaitent. Donc il n'y a pas d'obligation. Donc c'est vrai que ça a pointé vers cette école. On était la dernière commune de Saint-Quentin-en-Yvelines à pas avoir fermé d'école quand même. Donc à un moment il faut rationaliser. On avait un équipement pas mal, donc on a été obligé on l'a transféré. Donc ça a été très très dur. On va pas se le cacher, une autre école en difficulté. Pour un peu le même style de raison, je vois les parents régulièrement qui s'inquiètent parce que
mais j'ai pas du tout envie de la fermer parce que voilà, peut-être qu'il y a d'autres solutions. On les cherche en tout cas. Il n'en reste pas moins que j'avais dit aux parents du Bois de la Garenne qu'une petite école avec des enfants toujours entre eux, ça favorise le harcèlement. C'est pas forcément bon pour les enfants. Donc on m'avait un peu ri au nez. Puis maintenant, il y a des gens qui me disent bah oui, vous aviez raison. Et des enfants qui étaient en souffrance dans cette école devenue petite, maintenant vont très bien parce qu'ils ont pu aller vers d'autres amis. Donc il y a aussi l'intérêt de l'enfant et il ne faut pas croire qu'une toute petite école, c'est l'intérêt de l'enfant. Mais tout ça, ce sont des discussions, donc garantir, je ne peux pas garantir parce que s'il y a un événement qui fait que... mais j'en ai pas la moindre envie, ça c'est sûr. Un autre sujet, c'est la santé, qui est au cœur de vos préoccupations, qui a été au cœur de la campagne, à Voisins comme ailleurs. C'est vraiment voilà. Qu'est-ce qui va être fait durant ce mandat ? En tout cas, ce que vous souhaiteriez. Alors oui, c'est vraiment un sujet compliqué parce que c'est pas de notre compétence. Donc moi, j'ai pas forcément des agents dont c'est la compétence, mais ils ont pris ça à bras le corps et ils ont travaillé dessus. Donc nous, on a acheté une petite maison de santé, une petite maison médicale communale où on a un médecin. On fait des prix de loyer très bas, mais on n'arrive pas à attirer pour l'instant. Et puis on avait un autre sujet avec un groupement de médecins. C'est très compliqué parce que il ne faut pas que nous allions au-delà de la légalité. Vous voyez, donc je ne sais pas si ça se fera, je ne suis pas hyper optimiste, mais en tout cas, nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus pour essayer de rendre les choses possibles. Maintenant, j'ai un contrôle de légalité, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est le sujet. Donc on a une borne de téléconsultation qui fonctionne, mais il n'en reste pas moins que, moi, ça y est, j'ai plus de médecin non plus. Vous voyez, on est quand même nombreux maintenant à être un peu sur le carreau, si je puis dire. J'ai entendu l'autre jour aux informations nationales que ça y est, le fait qu'ils avaient libéré le numerus clausus commençait à ramener des médecins. Donc voilà, on attend, on espère et on va essayer de vraiment. J'aimerais bien commencer par trouver des médecins pour ma petite maison médicale déjà, puisqu'elle est à nous. Mais c'est vraiment très complexe. Je peux vous promettre qu'on y a mis toutes nos forces. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de retour des médecins. J'attends. Savoir s'ils sont OK ou pas. Un sujet un petit peu plus léger, vous nous aviez expliqué à ce micro, vous souhaitiez lancer une application pour éviter de laisser propager des bruits et des fausses rumeurs. Oui. L'idée est vraiment, là, très personnellement, très, très bonne, je trouve. D'abord, pourquoi vous avez eu cette idée-là ? Et puis, quelle forme ça va prendre ? On en est qu'au début, j'ai l'impression. On en est qu'au début, on est en bêta-test, comme on dit. Voilà. Donc effectivement, on voudrait lancer une appli qui va s'appeler « Je vérifie l'info ». Donc ça, c'est venu du fait qu'en fait, il y a des sites Facebook, toutes les communes ont ça, tu sais que tu viens de, voilà, donc là, c'est Voisins, où chez nous, ça prend des proportions complètement inquiétantes même, parce que, alors les gens maintenant postent en anonyme, carrément, donc on les laisse poster en anonyme, il n'y a pas de souci. Ils postent en anonyme parce qu'ils ont peur de la municipalité. Bah oui, quand on se fait insulter, c'est vrai qu'on a tendance à faire des captures d'écran par huissier parce que les insultes, c'est juste pas tolérable. On pense ce qu'on veut de moi, de l'équipe, il n'y a pas de souci, mais pas des insultes. Ça, je suis désolée, moi je ne l'admets pas. Et donc sur ce site paraissent des informations complètement délirantes et il n'y a pas moyen de discuter parce que des fois je dis là ça va trop loin, donc je demande à un de mes élus d'aller mettre une réponse, l'élu se fait assassiner. Donc on ne peut pas discuter. Donc on s'est dit comment donner aux habitants la possibilité de vérifier les informations qui les intéressent. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas un lieu de vérification et de vérité. Chacun poste sa vérité. Donc avec cette appli, l'idée c'est les gens ont vu passer une information qui les interpelle, ils viennent nous interpeller sur cette appli et nous on leur donne la réponse qu'on a, mais l'idée qu'on a vraiment pour muscler le dispositif, c'est que cette réponse soit validée par les différents groupes du Conseil. Donc on va leur proposer de participer au dispositif en disant si c'est validé par les 3 groupes, on peut penser que quand même il y a des éléments qui montrent que c'est la vérité. Mais ça peut... voilà. Donc comment on va le démarrer ? On va voir comment ça se met en place exactement.
Je parie que ça va fonctionner. Je pense que les gens J'y tiens beaucoup. D'abord par curiosité, Voilà. puis ensuite... oui. Donc c'est vrai qu'on a lancé un programme avec des universitaires de Panthéon-Assas qui sont dans un programme européen qui s'appelle De facto. Donc là, on n'a pas parlé de voisins parce que l'idée, c'était pas de dire de jouer la victime, etc. Mais ils sont venus, ils viennent régulièrement, ils vont dans les collèges, dans les lycées, ils nous apprennent, ils nous aident à décoder les informations. Mais là, on est sur un niveau plutôt international. Mais pour le local, je pense qu'il faut que les gens puissent se faire leur propre opinion. Mais ce que j'ai découvert quand même, excusez-moi du coup, en discutant avec ces chercheurs là avec qui on travaille, c'est qu'en fait, ils m'ont aussi expliqué qu'il y a des gens, alors ça leur plaît pas, il y a des qui s'expriment sur les réseaux, en gros, je bride la démocratie en faisant ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on les sorte de leur certitude. C'est assez intéressant parce que je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que non, mais je suis bien dans ma certitude et j'ai surtout pas envie que vous veniez me... Bon, très bien, après chacun sera libre de faire ce qu'il veut. C'est le principal. Voilà. Pour finir, on parle de l'agglo. Un nouveau président a été élu à la tête de cet agglo, Laurent Merker. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Alors j'attends un nouveau mode de gouvernance, que l'agglo soit vraiment... Ce qu'il a mis en œuvre. Nous allons travailler sur un pacte de gouvernance. Les enjeux sont très importants. Moi, j'ai beaucoup entendu pendant ma campagne aussi des habitants reprocher le fait que l'agglo est un petit peu toute puissante. En tout cas, c'est comme ça que les habitants le ressentent. Parce que nous, dans certaines communes, pas dans les 12, parce que les derniers arrivés ne sont pas dans la même situation, mais nous, on a plein d'espaces publics qui sont gérés par Saint-Quentin. Et Saint-Quentin a sa propre vision des choses, qui n'est pas forcément la nôtre. Bon voilà, donc si vous demandez 3 potelets et qu'on vous dit non, vous faites passer votre police municipale, vous voyez, on est... Donc il y a une espèce de... Il faut qu'on arrive à bien recréer du lien. L'agglo a des services extrêmement compétents, avec qui on a plaisir à travailler, mais l'agglo doit être au service des communes. Et pas l'inverse. Voilà. Donc, voilà. Après, moi, j'ai tout à fait confiance et je pense que ça va bien fonctionner. En plus, il y a des nouveaux maires aussi. Voilà. Donc, ça va être intéressant, je pense, de redémarrer dans ces conditions. Votre délégation, vous êtes vice-présidente développement économique et emploi. Oui. Vous avez déjà des projets qui vous intéressent ou des choses que vous souhaiteriez lancer. Ça va bien juste d'arriver, mais j'imagine que vous avez déjà réfléchi. Je suis au développement économique déjà depuis 6 ans et là, on m'a rajouté l'emploi parce que ça a du sens. Alors, je crois que notre sujet, c'est vraiment d'avoir une stratégie sur comment préserver notre tissu économique, qui est quand même... ce qui nous permet aussi de fonctionner à nous tous, et la vitalité de cette agglomération, de le préserver et de tout faire pour le renforcer. Donc, c'est beaucoup dans le privé, mais l'agglo a toujours beaucoup accompagné les entreprises. Et nous, par exemple, à Skicube, aujourd'hui, il y a la journée de la créa, où il y a près de 500 personnes qui se sont inscrites pour créer leur entreprise. On les accompagne avec des conseils gratuits. On a nos startups qu'on incube. Donc ça, évidemment, c'est à poursuivre. Et puis, on a un sujet qui arrive un petit peu sur lequel il faut qu'on débatte et qu'on trouve un juste milieu, je pense. C'est le sujet des data centers, par exemple. Parce que maintenant, tout le monde veut mettre des data centers partout. Ça rapporte effectivement en termes fonciers, c'est sûr. Maintenant, il faut faire attention. Il faut trouver un équilibre, voilà, parce que ça ne rapporte pas forcément beaucoup d'emplois. Donc ça, c'est des sujets qu'on discutera justement entre maires de l'Interco pour que Saint-Quentin reste quand même un territoire attractif. Je crois que c'est la priorité. La création d'entreprises, même une petite entreprise, elle se développe de plus en plus en France. C'est-à-dire que les gens créent leur propre emploi. Oui. Est-ce que la France, les pouvoirs publics, et même au niveau national, est prête à ça ? Est assez souple, est assez libéral pour laisser ces gens-là s'exprimer ? Je ne suis pas convaincue. Je pense que l'État a encore beaucoup à faire pour justement faciliter cette création d'entreprises, ne pas assassiner tout de suite les porteurs de projets avec des taxes. C'est très compliqué. Donc il faut absolument les aider pour libérer cette créativité qui est une source de richesse. Je vous parlais de start-up. Là, on lance un appel à projet aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux avec Airbus Defence and Space pour justement pousser des start-up à se constituer, à se créer, à être accompagnés par Saint-Quentin et par Airbus dans le domaine du cyber et de la défense. Voilà. Donc
Mais il faut que l'État aussi peut-être mette des procédures un peu plus souples et soit plus frugal en termes de demande de participation financière, on va dire. Un dernier mot en quelques secondes. Vous n'êtes pas nombreuses des femmes à l'agglo et en général élues maires et représentation même nationale. Un mot là-dessus, il y a du travail. Oui, il y a du travail. Bon, j'ai l'habitude. Quand j'ai été élue maire en 2014, dans l'agglo, j'étais la seule femme. Donc c'était amusant. Puis après, d'autres communes se sont joints à nous. Donc ça, c'est les habitants qui décident. Après, je pense qu'il ne faut pas se vivre forcément comme une femme ou un homme. C'est pas la question. En fait, je pense que c'est le projet qu'on porte, la façon dont on le porte. Et après, le sexe, c'est un petit peu le hasard des rencontres et de la volonté de chacun. Merci beaucoup, Alexandra Rosetti, d'avoir été notre invitée ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ou réentendre cette émission sur notre site radiosensation.fr. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée à vous tous et à la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo Politique. Au revoir. L'Hebdo Politique.